Jules Verne. Voyage au centre de la Terre, première partie. Réalisation sonore studio du domaine de la Chaux et compagnie Légurande. Projet soutenu par la ville d'Évry-Courcouronnes et la CGET dans le cadre des quartiers d'automne. Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Liedenbrock, revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse, l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg. La bonne Marthe dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine. « Bon, me dis-je, si la faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va pousser des cris de détresse. » « Déjà, monsieur Liedenbrock !» s'écria la bonne Marthe stupéfaite en entrebâillant la porte de la salle à manger. « Oui, Marthe, mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car il n'est pas 2 heures. La demie vient à peine de sonner à Saint-Michel. » « Alors pourquoi monsieur Liedenbrock rentre-t-il ?»« Il nous le dira vraisemblablement. »« Le voilà, je me sauve. Monsieur Axel, vous lui ferez entendre raison. » Et la bonne Marthe regagna son laboratoire culinaire. Je restai seule. Mais de faire entendre raison au plus irascible des professeurs, c'est ce que mon caractère un peu indécis ne me permettait pas. Aussi, je me préparais à regagner prudemment ma petite chambre du haut, quand la porte de la rue cria sur ses gonds. De grands pas firent craquer l'escalier de bois, et le maître de la maison, traversant la salle à manger, se précipita aussitôt dans son cabinet de travail. Mais pendant ce rapide passage, il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette, sur la table son large chapeau à poils rebroussés, et à son neveu ces paroles retentissantes. « Axel, suis-moi !» Je n'avais pas eu le temps de bouger que le professeur me criait déjà avec un vif accent d'impatience. « Eh bien, tu n'es pas encore ici ?» Je m'élançai dans le cabinet de mon redoutable maître. Otto Liedenbrock n'était pas un méchant homme. J'en conviens volontiers. Mais, à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. Il était professeur au Johanneum et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère 1 fois ou 2. Non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons, ni du degré d'attention qu'il lui accordait, ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite. Ces détails ne l'inquiétaient guère. Il professait subjectivement, suivant une expression de la philosophie allemande, pour lui et non pour les autres. C'était un savant égoïste, un puits de science dont la poulie grinçait quand on en voulait tirer quelque chose. En un mot, un avare. Il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne. Mon oncle, malheureusement, ne jouissait pas d'une extrême facilité de prononciation, sinon dans l'intimité, au moins quand il parlait en public. Et c'est un défaut regrettable chez un orateur. En effet, dans ses démonstrations au Johanneum, souvent le professeur s'arrêtait court. Il luttait contre un mot récalcitrant qui ne voulait pas glisser entre ses lèvres. Un de ces mots qui résistent, se gonflent et finissent par sortir sous la forme peu scientifique d'un juron. De là, grande colère. Voilà donc le personnage qui m'interpellait avec tant d'impatience. Représentez-vous un homme grand, maigre, d'une santé de fer et d'un blond juvénile qui lui ôtait 10 bonnes années de sa cinquantaine. Ses gros yeux roulaient sans cesse derrière des lunettes considérables. Son nez, long et mince, ressemblait à une lame affilée. Les méchants prétendaient même qu'il était aimanté et qu'il attirait la limaille de fer. Pure calomnie, il n'attirait que le tabac, mais en grande abondance pour ne point mentir. Quand j'aurais ajouté que mon oncle faisait des enjambées mathématiques d'une demi-toise, et si je dis qu'en marchant, il tenait ses poings solidement fermés, signe d'un tempérament impétueux, on le connaîtra assez pour ne pas se montrer friand de sa compagnie. Il demeurait dans sa petite maison de Königstrasse, une habitation moitié bois, moitié brique, à pignon dentelé,
Elle donnait sur l'un de ces canaux sinueux qui se croisent au milieu du plus ancien quartier de Hambourg que l'incendie de 1842 a heureusement respecté. La vieille maison penchait un peu, il est vrai, et tendait le ventre aux passants. Elle portait son toit incliné sur l'oreille, comme la casquette d'un étudiant de la Tugendbund. L'aplomb de ses lignes laissait à désirer, mais, en somme, elle se tenait bien, grâce à un vieil orme vigoureusement encastré dans la façade qui poussait au printemps ses bourgeons en fleurs à travers les vitraux des fenêtres. Mon oncle ne laissait pas d'être riche pour un professeur allemand. La maison lui appartenait en toute propriété, contenant et contenu. Le contenu, c'était sa filleule Gruyben, jeune virlandaise de 17 ans, la bonne Marthe et moi. En ma double qualité de neveu et d'orphelin, je devins son aide-préparateur dans ses expériences. J'avouerai que je mordis avec appétit aux sciences géologiques. J'avais du sang de minéralogiste dans les veines. Et je ne m'ennuyais jamais en compagnie de mes précieux cailloux. En somme, on pouvait vivre heureux dans cette maison de Königstrasse, malgré les impatiences de son propriétaire, car, tout en s'y prenant d'une façon un peu brutale, celui-ci ne m'en aimait pas moins. Mais cet homme-là ne savait pas attendre. Il était plus pressé que nature. Quand, en avril, il avait planté dans les pots de faïence de son salon des pieds de réséda ou de volubilis, chaque matin, il allait régulièrement les tirer par les feuilles afin de hâter leur croissance. Avec un pareil original, il n'y avait qu'à obéir. Je me précipitai donc dans son cabinet. Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait, suivant les 3 grandes divisions des minéraux inflammables, métalliques et lithoïdes. Mais en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht et tenait entre ses mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre! Quel livre !» s'écriait-il. « C'est évidemment du runique !» disait le professeur en fronçant le sourcil. « Mais il y a un secret et je le découvrirai. Sinon... » Un geste violent acheva sa pensée. « J'aurai le secret de ce document et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné. » Oh, pensais-je. Ni toi non plus, Axel. Diable, me dis-je. Il est heureux que j'ai dîné pour 2. Il reprit. Mais son cas senra a aistok signitamurnt, et certirete rotaivas doa, en exced sadne, la carte ni lu Zizaratrax, carbumatibelemetmek, meritar, siluco, islefen SNL. Ah, ce n'est pas cela. Ah, cela n'a pas le sens commun. Puis traversant le cabinet comme un boulet, descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans Königstrasse et s'enfuit à toutes jambes. Mon cerveau s'échauffait. Mes yeux clignaient sur la feuille de papier. Les 132 lettres semblaient voltiger autour de moi, comme ces larmes d'argent qui glissent dans l'air autour de notre tête lorsque le sang s'y est violemment porté. J'étais en proie à une sorte d'hallucination. J'étouffais, il me fallait de l'air. Machinalement, je m'éventai avec la feuille de papier, dont le verso et le recto se présentèrent successivement à mes regards. Quelle fut ma surprise quand, dans l'une de ces voltes rapides, au moment où le verso se tournait vers moi, je crus voir apparaître des mots parfaitement lisibles, des mots latins, entre autres craterem et terrestre. Soudain, une lueur se fit dans mon esprit. Ces seuls indices me firent entrevoir la vérité.
J'avais découvert la loi du chiffre. Pour comprendre ce document, il n'était pas même nécessaire de le lire à travers la feuille retournée. Non, tel il était, tel il m'avait été dicté, tel il pouvait être épelé couramment. Je me penchai sur la table. Je posai mon doigt successivement sur chaque lettre et sans m'arrêter, sans hésiter un instant, je prononçai à haute voix la phrase tout entière. Mais quelle stupéfaction, quelle terreur m'envahit! Je restai d'abord comme frappé d'un coup subit. Quoi? Ce que je venais d'apprendre s'était accompli. Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer... Ah, m'écriai-je en bondissant. Mais non, mon oncle ne le saura pas. Il ne manquerait plus qu'il vînt à connaître un semblable voyage. Il voudrait en goûter aussi. Rien ne pourrait l'arrêter. Un géologue si déterminé. Il partirait quand même, malgré tout, en dépit de tout. Et il m'emmènerait avec lui, et nous n'en reviendrons pas. Jamais, jamais. J'étais dans une surexcitation difficile à peindre. Non, ce ne sera pas, dis-je avec énergie. Et puisque je peux empêcher qu'une pareille idée vienne à l'esprit de mon tyran, je le ferai. À tourner et retourner ce document, il pourrait par hasard en découvrir la clé. Détruisons-le. Il y avait un reste de feu dans la cheminée. Je saisis non seulement la feuille de papier, mais le parchemin de Saknussemm. D'une main fébrile, j'allais précipiter le tout dans les charbons et anéantir ce dangereux secret quand la porte du cabinet s'ouvrit. Mon oncle parut. « Mon oncle, dis-je. » Il ne parut pas m'entendre. « Mon oncle Lidenbrock, » répétai-je en élevant la voix. Fit-il comme un homme subitement réveillé. Eh bien, cette clé... Quelle clé? La clé de la porte? Mais non, m'écriai-je, la clé du document. Le professeur me regarda par-dessus ses lunettes. Il remarqua sans doute quelque chose d'insolite dans ma physionomie, car il me saisit vivement par le bras et, sans pouvoir parler, il m'interrogea du regard. Cependant, jamais demande ne fut formulée d'une façon plus nette. Je remuai la tête de haut en bas. Il secoua la sienne avec une sorte de pitié, comme s'il avait affaire à un fou. Je fis un geste plus affirmatif. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat, sa main devint menaçante. Cette conversation muette, dans ces circonstances, eût intéressé le spectateur le plus indifférent. Et vraiment, je n'arrivais à ne plus oser parler, tant je craignais que mon oncle ne m'étouffât dans les premiers embrassements de sa joie. Mais il devint si pressant qu'il fallut répondre. « Oui, cette clé, le hasard !»« Que dis-tu » s'écria-t-il avec une indescriptible émotion. « Tenez, dis-je en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit « Lisez !» Descends dans le cratère du Jokul de Sneffels, que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre. Ce que j'ai fait, Arne Saknussemm. Mon oncle à cette lecture bondit comme s'il eût inopinément touché une bouteille de Leyde. Il était magnifique d'audace, de joie et de conviction. Il allait et venait, il prenait sa tête à deux mains, il déplaçait les sièges, il empilait ses livres, il jonglait, c'était à ne pas le croire, avec ses précieuses géodes. Il lançait un coup de poing par-ci, une tape par-là. Enfin, ses nerfs se calmèrent et comme un homme épuisé par une trop grande dépense de fluide, il retomba dans son fauteuil. « Quelle heure est-il donc ?» demanda-t-il après quelques instants de silence. 3 heures, répondis-je. « Tiens, mon dîner a passé vite. Je meurs de faim. À table. Puis ensuite... »« Ensuite ?»« Tu feras ma malle. »« Hein ?» m'écriai-je. « Et la tienne !» répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger. Ainsi se termina cette mémorable séance. Cet entretien me donna la fièvre. Je sortis du cabinet de mon oncle comme étourdi
et il n'y avait pas assez d'air dans les rues de Hambourg pour me remettre. Je gagnais donc les bords de l'Elbe, du côté du bac à vapeur qui met la ville en communication avec le chemin de fer de Hambourg. « C'est absurde !» m'écriai-je. « Cela n'a pas le sens commun. Ce n'est pas une proposition sérieuse à faire à un garçon sensé. Rien de tout cela n'existe. J'ai mal dormi et j'ai fait un mauvais rêve. » Cependant, j'avais suivi les bords de l'Elbe et tourné la ville. Après avoir remonté le port, j'étais arrivé à la route d'Altona. Un pressentiment me conduisait, pressentiment justifié, car j'aperçus bientôt ma petite Graüben qui, de son pied leste, revenait bravement à Hambourg. « Graüben !» lui criai-je de loin. La jeune fille s'arrêta, un peu troublée, j'imagine, de s'entendre appeler ainsi sur une grande route. En 10 pas, je fus près d'elle. « Axel !» fit-elle surprise. « Ah, tu es venu à ma rencontre. C'est bien cela, monsieur. » Mais en me regardant, Graüben ne put se méprendre à mon air inquiet, bouleversé. « Qu'as-tu donc ?» dit-elle en me tendant la main. « Ce que j'ai, Graüben !» m'écriai-je. En 2 secondes et en 3 phrases, ma jolie Virlandaise était au courant de la situation. Pendant quelques instants, elle garda le silence. Son cœur palpitait-il à l'égal du mien? Je l'ignore. Mais sa main ne tremblait pas dans la mienne. Nous fîmes une centaine de pas sans parler. « Axel, me dit-elle enfin. Ma chère Graüben. Ce sera là un beau voyage. Je bondis à ces mots. Oui, Axel, et digne du neveu d'un savant. Il est bien qu'un homme soit distingué par quelque grande entreprise. Quoi? Graüben, tu ne me détournes pas de tenter une pareille expédition? Non, cher Axel. Et ton oncle et toi, je vous accompagnerai volontiers. Quoi? Cet enfant m'encourageait à prendre part à cette expédition. Elle n'eut pas craint de tenter l'aventure. Elle m'y poussait. Moi qu'elle aimait, cependant. J'étais déconcerté. Et pourquoi ne pas le dire? Honteux. Graüben, repris-je. Nous verrons si demain tu parleras de cette manière. Demain, cher Axel, je parlerai comme aujourd'hui. Graüben et moi, nous tenant par la main, mais gardant un profond silence, nous continuâmes notre chemin. J'étais brisé par les émotions de la journée. Je passai une nuit affreuse. Le lendemain, je m'entendis appeler de bonne heure. J'étais décidé à ne pas ouvrir ma porte, mais le moyen de résister à la douce voix qui prononçait ces mots. Mon cher Axel. Je sortis de ma chambre. Je pensais que mon air défait, ma pâleur, mes yeux rougis par l'insomnie allaient produire leur effet sur Graüben et changer ses idées. Ah, mon cher Axel, me dit-elle, je vois que tu te portes mieux et que la nuit t'a calmé. Calmé, m'écriai-je. Je me précipitai vers mon miroir, eh bien, j'avais moins mauvaise mine que je ne le soupçonnais. C'était à ne pas y croire. Axel, me dit Graüben, j'ai longtemps causé avec mon tuteur. C'est un hardi savant, un homme de grand courage, et tu te souviendras que son sang coule dans tes veines. Il m'a raconté ses projets, ses espérances, pourquoi et comment il espère atteindre son but. Il y parviendra, je n'en doute pas. Ah, cher Axel, c'est beau de se dévouer ainsi à la science. Quelle gloire attend M. Lidenbrock et rejaillira sur son compagnon. Au retour, Axel, tu seras un homme, son égal, libre de parler, libre d'agir, libre enfin de... La jeune fille, rougissante, n'acheva pas. Ses paroles me ranimaient. Cependant, je ne voulais pas croire encore à notre départ. J'entraînai Graüben vers le cabinet du professeur. « Mon oncle, dis-je, il est donc bien décidé que nous partons. »« Comment? Tu en doutes ?»« Non, dis-je afin de ne pas le contrarier. Seulement, je vous demanderai ce qui nous presse. » Mais le temps qui fuit avec une irréparable vitesse. Cependant, nous ne sommes qu'au 26 mai, et jusqu'à la fin de juin... Et crois-tu donc, ignorant qu'on se rende si facilement en Islande?
Si tu ne m'avais pas quitté comme un fou, je t'aurais emmené au bureau office de Copenhague, chez Liffender & Co. Et là, tu aurais vu que de Copenhague à Reykjavik, il n'y a qu'un service, le 22 de chaque mois. Eh bien ? Si nous attendions au 22 juin, nous arriverions trop tard pour voir l'ombre de Scartaris caresser le cratère du Sneffels. Il faut donc gagner Copenhague au plus vite, pour y chercher un moyen de transport. Va faire ta malle. Le lendemain, à 5h30, un roulement se fit entendre dans la rue. Une large voiture arrivait pour nous conduire au chemin de fer d'Altona. Elle fut bientôt encombrée des colis de mon oncle. « Et ta malle ?» me dit-il. « Elle est prête », répondis-je en défaillant. « Dépêche-toi donc de la descendre, ou tu vas nous faire manquer le train. » Lutter contre ma destinée me parut alors impossible. Je remontai dans ma chambre et, laissant glisser ma valise sur les marches de l'escalier, je m'élançai à sa suite. En ce moment, mon oncle remettait solennellement entre les mains de Graüben les rênes de sa maison. Ma jolie Virlandaise conservait son calme habituel. Elle embrassa son tuteur, mais elle ne put retenir une larme en effleurant ma joue de ses douces lèvres. « Graüben » m'écriai-je. « Va, mon cher Axel, va » me dit-elle. « Tu quittes ta fiancée, mais tu trouveras ta femme au retour. » Je serrai Graüben dans mes bras et pris place dans la voiture. Marthe et la jeune fille, du seuil de la porte, nous adressèrent un dernier adieu. Puis les 2 chevaux, excités par le sifflement de leur conducteur, s'élancèrent au galop sur la route d'Altona. Le voyage d'Axel et de Lidenbrock les mène de Hambourg à Kiel en chemin de fer. De là, ils embarquent sur un navire vapeur en partance pour le Danemark qui les mène à Korsør, d'où ils gagnent en train Copenhague. Lidenbrock entre en contact avec M. Thompson, directeur du musée des antiquités du nord de Copenhague, qui lui procure de précieuses indications pour son voyage et son séjour en Islande. Pendant les 5 jours d'attente avant le départ du navire, Lidenbrock oblige son neveu à prendre des leçons d'abîme en haut d'un clocher, afin de leur permettre de surmonter leur vertige en prévision des gouffres qu'ils devront descendre. Le 2 juin, Lidenbrock et Axel embarquent sur une goélette qui longe Elseneur, remonte jusqu'au Skagerrak, longe la Norvège, puis traverse la mer du Nord et passe au large des îles Féroé, avant de rejoindre enfin le port de Reykjavik au sud-ouest de l'Islande. Les 2 voyageurs, armés de lettres de recommandation, y sont accueillis par le maire Finsen et le coadjuteur Picturson, et surtout hébergés par un professeur de sciences naturelles, M. Fridriksson, qui les renseigne mieux sur Saknussemm. Mais Lidenbrock et Axel gardent le secret sur le but réel de leur voyage. Sur les conseils de Fridriksson, Lidenbrock engage un chasseur d'Eider, nommé Hans Bjelke, un homme remarquablement fiable et impassible qui sera leur guide. L'expédition est au complet. Après quelques derniers préparatifs, Lidenbrock, Axel et Hans se mettent en route pour le Sneffels, situé plus au nord-ouest. Ils font étape à Gardère, puis à Stapi, rencontrent quelques infortunes dues à l'impatience du professeur ou à l'hospitalité douteuse d'un de leurs hôtes et arrivent quelques jours plus tard au pied du volcan Sneffels. Ils engagent quelques porteurs temporaires pour l'ascension des bagages et se retrouvent ensuite seuls près du cratère du volcan éteint. Lidenbrock trouve là une inscription runique au nom de Saknussemm. Aucun doute n'est plus possible sur la véracité du parchemin. Le cratère éteint renferme 3 cheminées. L'une d'elles doit être effleurée par l'ombre d'un haut pic, le Scartaris, à midi avant les calendes de juillet, c'est-à-dire dans les derniers jours de juin. D'après la note de Saknussemm, le passage vers le centre de la Terre se trouve là. Le 28 juin, lorsque le temps se dégage, l'ombre se projette sur le cratère central et ils peuvent entamer la descente.
Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors, les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés. Maintenant, celle-ci allait véritablement naître sous nos pas. La descente commença. Au bout de 3 heures, je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée. Lorsque je relevais la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement. Ses parois, par suite de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher. L'obscurité se faisait peu à peu. Nous étions partis à 1 heure, il devait être 11 heures en ce moment. Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces 14 manœuvres d'une corde de 200 pieds donnaient 2800 pieds. En ce moment, la voix de Hans se fit entendre. « Halte !» dit-il. Je m'arrêtai court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle. « Nous sommes arrivés. »« Où ?» demandai-je en me laissant glisser près de lui. « Au fond de la cheminée perpendiculaire. »« Il n'y a donc pas d'autre issue ?»« Si, une sorte de couloir que j'entrevois et qui oblique vers la droite. Nous verrons cela demain. Soupons d'abord, nous dormirons après. » L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea, et chacun se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de 3000 pieds qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui, d'après mes calculs, devait être Bêta de la petite ours. Puis je m'endormis d'un profond sommeil. Après avoir descendu la cheminée principale du cratère à l'aide de cordes, l'expédition s'engage dans les profondeurs de la Terre. Lidenbrock tient un journal scientifique pour consigner précisément l'itinéraire parcouru. Une difficulté se présente lorsque l'expédition parvient à un croisement entre 2 galeries. Lidenbrock s'engage dans ce qui se révèle peu à peu être la mauvaise direction, car elle les mène vers des terrains trop récents pour correspondre aux couches les plus profondes. Ce retard manque de coûter la vie aux membres de l'expédition qui se trouvent rapidement à court d'eau et souffrent terriblement de la soif. Revenu avec peine au croisement, il se fie aux indications de Hans. Il était 8 heures du soir, l'eau manquait toujours, je souffrais horriblement. Mon oncle marchait en avant, il ne voulait pas s'arrêter. Il tendait l'oreille pour surprendre les murmures de quelques sources. Mais rien. Cependant, mes jambes refusaient de me porter, je résistais à mes tortures pour ne pas obliger mon oncle à faire halte. C'eût été pour lui le coup du désespoir, car la journée finissait, la dernière qui lui appartint. Enfin, mes forces m'abandonnèrent. Je poussai un cri et je tombais. À moi, je meurs. Mon oncle revint sur ses pas. Il me considéra en croisant ses bras, puis ses paroles sourdes sortirent de ses lèvres. Tout est fini. Un effrayant geste de colère frappa une dernière fois mes regards, et je fermai les yeux. Lorsque je les rouvris, j'aperçus mes 2 compagnons immobiles et roulés dans leur couverture. Dormaient-ils ? Pour mon compte, je ne pouvais trouver un instant de sommeil. Je souffrais trop, et surtout de la pensée que mon mal devait être sans remède. Les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans mon oreille. Tout est fini. Car dans un pareil état de faiblesse, il ne fallait même pas songer à regagner la surface du globe. Il y avait 1 lieue et demie d'écorce terrestre. Il me semblait que cette masse pesait de tout son poids sur mes épaules. Je me sentais écrasé et je m'épuisais en efforts violents pour me retourner sur ma couche de granit. Quelques heures passèrent, un silence profond régnait autour de nous.
Un silence de tombeau. Rien n'arrivait à travers ces murailles, dont la plus mince mesurait 5000 d'épaisseur. Cependant, au milieu de mon assoupissement, je crus entendre un bruit. L'obscurité se faisait dans le tunnel. Je regardai plus attentivement, et il me sembla voir l'Islandais qui disparaissait, la lampe à la main. Pourquoi ce départ? Hans nous abandonnait-il? Mon oncle dormait, je voulus crier. Ma voix ne put trouver passage entre mes lèvres desséchées. L'obscurité était devenue profonde, et les derniers bruits venaient de s'éteindre. Hans nous abandonne. Hans, Hans. Ces mots, je les criais en moi-même. Il n'allait pas plus loin. Cependant, après le premier instant de terreur, j'eus honte de mes soupçons contre un homme dont la conduite n'avait rien eu jusque-là de suspect. Son départ ne pouvait être une fuite. Au lieu de remonter la galerie, il la descendait. De mauvais desseins l'eussent entraîné en haut, non en bas. Ce raisonnement me calma un peu et je revins à un autre ordre d'idées. Hans, cet homme paisible, un motif grave avait pu seul l'arracher à son repos. Allait-il donc à la découverte? Avait-il entendu pendant la nuit silencieuse quelques murmures dont la perception n'était pas arrivée jusqu'à moi? Pendant 1 heure, j'imaginais dans mon cerveau en délire toutes les raisons qui avaient pu faire agir le tranquille chasseur. Les idées les plus absurdes s'enchevêtrèrent dans ma tête. Je crus que j'allais devenir fou. Mais enfin, un bruit de pas se produisit dans les profondeurs du gouffre. Hans remontait. La lumière incertaine commençait à glisser sur les parois, puis elle déboucha par l'orifice du couloir. Hans parut. Il s'approcha de mon oncle, lui mit la main sur l'épaule et l'éveilla doucement. Mon oncle se leva. « Qu'est-ce donc ?» fit-il. « Faten » répondit le chasseur. Il faut croire que, sous l'inspiration des violentes douleurs, chacun devient polyglotte. Je ne savais pas un seul mot de danois et cependant, je compris d'instinct le mot de notre guide. « De l'eau ! De l'eau !» m'écriai-je, battant des mains, gesticulant comme un insensé. « De l'eau !» répétait mon oncle. « Var ?» demanda-t-il à l'Islandais. « Nedat » répondit Hans. « Où ? En bas ?» Je comprenais tout. J'avais saisi les mains du chasseur et je les pressais tandis qu'il me regardait avec calme. Les préparatifs du départ ne furent pas longs, et bientôt, nous cheminions un couloir dont la pente atteignait 2 pieds par toise. 1 heure plus tard, nous avions fait 1000 toises environ et descendu 2000 pieds. En ce moment, j'entendis distinctement un son inaccoutumé courir dans les flancs de la muraille granitique, une sorte de mugissement sourd, comme un tonnerre éloigné. Pendant cette première demi-heure de marche, ne rencontrant point la source annoncée, je sentais les angoisses me reprendre. Mais alors, mon oncle m'apprit l'origine des bruits qui se produisaient. « Hans ne s'est pas trompé. Ce que tu entends là, c'est le mugissement d'un torrent. » Un torrent ? m'écriai-je. Il n'y a pas à en douter. Un fleuve souterrain circule autour de nous. Nous hâtâmes le pas, surexcités par l'espérance. Je ne sentais plus ma fatigue. Ce bruit d'une eau murmurante me rafraîchissait déjà. Le torrent, après s'être longtemps soutenu au-dessus de notre tête, courait maintenant dans la paroi de gauche, mugissante et bondissant. Je passais fréquemment ma main sur le roc, espérant y trouver des traces de suintement ou d'humidité. Mais en vain. Une demi-heure s'écoula encore. Une demi-lieue fut encore franchie. Il devint alors évident que le chasseur, pendant son absence, n'avait pu prolonger ses recherches au-delà.
Guidé par un instinct particulier aux montagnards, aux hydroscopes, il sentit ce torrent à travers le roc. Mais certainement, il n'avait point vu le précieux liquide. Il ne s'y était pas désaltéré. Bientôt même, il fut constant que, si notre marche continuait, nous nous éloignerions du torrent dont le murmure tendait à diminuer. On rebroussa chemin. Hans s'arrêta à l'endroit précis où le torrent semblait être le plus rapproché. Je m'assis près de la muraille, tandis que les eaux couraient à 2 pieds de moi avec une violence extrême. Mais un mur de granit nous en séparait encore. Sans réfléchir, sans me demander si quelque moyen n'existait pas de se procurer cette eau, je me laissai aller à un premier moment de désespoir. Hans me regarda et je crus voir un sourire apparaître sur ses lèvres. Il se leva et prit la lampe, je le suivis. Il se dirigea vers la muraille, je le regardai faire. Il colla son oreille sur la pierre sèche et la promena lentement en écoutant avec le plus grand soin. Je compris qu'il cherchait le point précis où le torrent se faisait entendre plus bruyamment. Ce point, il le rencontra dans la paroi latérale de gauche, à 3 pieds au-dessus du sol. Combien j'étais ému. Je n'osais deviner ce que voulait faire le chasseur, mais il fallait bien le comprendre et l'applaudir, et le presser de mes caresses, quand je le vis saisir son pic pour attaquer la roche elle-même. « Sauvé !» m'écriai-je. « Oui !» répétait mon oncle avec frénésie. « Hans a raison. Ah, le brave chasseur. Nous n'aurions pas trouvé cela. » Je le crois bien. Un pareil moyen, quelque simple qu'il fût, ne nous serait pas venu à l'esprit. Rien de plus dangereux que de donner un coup de pioche dans cette charpente du globe. Et si quelque éboulement allait se produire qui nous écraserait, et si le torrent, se faisant jour à travers le roc, allait nous envahir, ces dangers n'avaient rien de chimérique. Mais alors, les craintes d'éboulement ou d'inondation ne pouvaient nous arrêter. Et notre soif était si intense que pour l'apaiser, nous eussions creusé au lit même de l'océan. Hans se mit au travail, que ni mon oncle ni moi nous n'eussions accompli. L'impatience emportant notre main, la roche eût volé en éclats sous ses coups précipités. Le guide, au contraire, calme et modéré, usa peu à peu le rocher par une série de petits coups répétés, creusant une ouverture large de 6 pouces. J'entendais le bruit du torrent s'accroître, et je croyais déjà sentir l'eau bienfaisante rejaillir sur mes lèvres. Bientôt, le pic s'enfonça de 2 pieds dans la muraille de granit. Le travail durait depuis plus d'1 heure. Je me tordais d'impatience. Mon oncle voulait employer les grands moyens. J'eus de la peine à l'arrêter, et déjà il saisissait son pic, quand soudain un sifflement se fit entendre, un jet d'eau s'élança de la muraille et vint se briser sur la paroi opposée. Hans, à demi renversé par le choc, ne put retenir un cri de douleur. Je le compris lorsque, plongeant mes mains dans le jet liquide, je poussai à mon tour une violente exclamation. La source était bouillante. « De l'eau à 100 degrés !» m'écriai-je. « Eh bien, elle refroidira !» répondit mon oncle. Le couloir s'emplissait de vapeur, tandis qu'un ruisseau se formait et allait se perdre dans les sinuosités souterraines. Bientôt, nous y puisions notre première gorgée. Ah, quelle jouissance! Quelle incomparable volupté qu'était cette eau! D'où venait-elle? Peu importe. C'était de l'eau, et quoique chaude encore, elle ramenait au cœur la vie prête à s'échapper. Je buvais sans m'arrêter, sans goûter même. Ce ne fut qu'après 1 minute de délectation que je m'écriai. « Mais c'est de l'eau ferrugineuse !»« Excellente pour l'estomac, répliqua mon oncle, et d'une haute minéralisation. Voilà un voyage qui vaudra celui de Spa ou de Teplitz. »
Ah, que c'est bon. Je le crois bien. Une eau puisée à 2 lieues sous terre. Elle a un goût d'encre qui n'a rien de désagréable. Une fameuse ressource que Hans nous a procurée là. Aussi, je propose de donner son nom à ce ruisseau salutaire. La descente peut alors se poursuivre, toujours plus bas en se déportant toujours vers le sud-est, c'est-à-dire sous l'Islande, puis sous la croûte supportant l'océan Atlantique. Axel doit s'avouer vaincu car la température ambiante augmente bien moins que ce que prévoyait la théorie de la chaleur centrale. Quelques jours après, trompé par un embranchement dans la galerie, Axel se trouve perdu, seul et sans lumière. Bon, pensais-je, j'ai marché trop vite, ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route. Allons, il faut les rejoindre. Heureusement, le chemin ne monte pas sensiblement. Je revins sur mes pas. Je marchais pendant un quart d'heure. Je regardais. Personne. J'appelais. Point de réponse. Ma voix se perdit au milieu des caverneux échos qu'elle éveilla soudain. Je commençais à me sentir inquiet. Un frisson me parcourut tout le corps. Un peu de calme, dis-je à haute voix. Je suis sûre de retrouver mes compagnons. Il n'y a pas de route. Or, j'étais en avant, retournons en arrière. Je remontais pendant une demi-heure. J'écoutais si quelque appel ne m'était pas adressé, et dans cette atmosphère si dense, il pouvait m'arriver de loin. Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie. Je m'arrêtais. Je ne pouvais croire à mon isolement. Je voulais bien être égaré. Non, perdu. Égaré, on se retrouve. Voyons, répétais-je. Puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre. Il suffira de remonter encore. À moins que, ne me voyant pas, et oubliant que je les devançais, ils n'aient eu la pensée de revenir en arrière. Eh bien, même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai. C'est évident. Je répétais ces derniers mots comme un homme qui n'est pas convaincu. D'ailleurs, pour associer ces idées si simples et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long. Un doute me prit alors. Étais-je bien en avant ? Certes. Hans me suivait, précédant mon oncle. Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour rattacher ses bagages sur son épaule. Ce détail me revenait à l'esprit. C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route. D'ailleurs, pensais-je, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer, un fil pour me guider dans ce labyrinthe et qui ne saurait casser, mon fidèle ruisseau. Je n'ai qu'à remonter son cours et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons. Ce raisonnement me ranima et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant. Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit. Ainsi cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre. Avant de remonter, je pensais qu'une ablution me ferait quelque bien. Je me baissai donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbach. Que l'on juge de ma stupéfaction. Je foulais un granit sec et raboteux. Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds. Quel cri terrible m'échappa. Alors ma tête se perdit. Je me relevai, les bras en avant, essayant les tâtonnements les plus douloureux. Je me pris à fuir, précipitant mes pas au hasard dans cet inextricable labyrinthe. Descendant toujours, courant à travers la croûte terrestre, comme un habitant des failles souterraines, appelant, criant, hurlant, bientôt meurtri aux saillies des rocs, tombant et me relevant ensanglanté, cherchant à boire ce sang qui m'inondait le visage,
et attendant toujours que quelque muraille imprévue vint offrir à ma tête un obstacle pour s'y briser. Où me conduisit cette course insensée ? Je l'ignorais toujours. Après plusieurs heures, sans doute à bout de force, je tombai comme une masse inerte le long de la paroi et je perdis tout sentiment d'existence. Ayant repris contact avec Lidenbrock grâce à un phénomène acoustique propice, il se fait guider jusqu'à ses compagnons. Mais son trajet se termine par une mauvaise chute. Il est soigné par Hans et Lidenbrock. J'ouvris de grands yeux étonnés, ce qui me provoqua immédiatement cette question. Qu'as-tu donc, Axel ? Une demande à vous adresser. Vous dites que me voilà sain et sauf ? Sans doute. J'ai tous les membres intacts ? Certainement. Et ma tête ? Ta tête, sauf quelques contusions, est parfaitement à sa place sur tes épaules. Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé. Dérangé ? Oui, nous ne sommes pas revenus à la surface du globe ? Non, certes. Alors il faut que je sois fou, car j'aperçois la lumière du jour, j'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. Ah, n'est-ce que cela ? M'expliquerez-vous ? Je ne t'expliquerai rien car c'est inexplicable. Mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot. Sortons donc, m'écriai-je en me levant brusquement. Non, Axel, non. Le grand air pourrait te faire du mal. Le grand air ? Oui, le vent est assez violent. Je ne veux pas que tu t'exposes ainsi. Mais je vous assure que je me porte à merveille. Un peu de patience, mon garçon. Une rechute nous mettrait dans l'embarras et il ne faut pas perdre de temps, car la traversée peut être longue. La traversée ? Oui, repose-toi encore aujourd'hui. Et nous nous embarquerons demain. Nous embarquer ? Ce dernier mot me fit bondir. Quoi ? Nous embarquer ? Avions-nous donc un fleuve, un lac, une mer à notre disposition ? Un bâtiment était-il mouillé dans quelque port intérieur ? Ma curiosité fut excitée au plus haut point. Mon oncle essaya vainement de me retenir. Quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs, il céda. Je m'habillai rapidement. Par surcroît de précaution, je m'enveloppai dans une des couvertures et je sortis de la grotte. D'abord, je ne vis rien. Mes yeux déshabitués de la lumière se fermèrent brusquement. Lorsque je pus les rouvrir, je demeurai encore plus stupéfait qu'émerveillé. « La mer !» m'écriai-je. « Oui, » répondit mon oncle, « la mer Lidenbrock. Et j'aime à le penser, aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de mon nom. » Nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau. Sur la gauche, des rochers abrupts, grimpés les uns sur les autres, formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet. Sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades qui s'en allaient en nappes limpides et retentissantes. Quelques légères vapeurs, sautant d'un roc à l'autre, marquaient la place des sources chaudes, et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun, en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement. Parmi ces ruisseaux, je reconnus notre fidèle compagnon de route, le Hansbach, qui venait se perdre tranquillement dans la mer, comme s'il n'eût jamais fait autre chose depuis le commencement du monde. « Il nous manquera désormais, » dis-je avec un soupir. « Bah, » répondit le professeur, « lui ou un autre, qu'importe. » Je trouvai la réponse un peu ingrate. Mais à ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À 500 pas, au détour d'un haut promontoire, une forêt haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers
à contours nets et géométriques. Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage, et au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles, comme un massif de cèdre pétrifié. Je hâtai le pas. Je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières. Ne faisait-elle point partie des 200 000 espèces végétales connues jusqu'alors, et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations lacustres? Non. Quand nous arrivâmes sous leur ombrage, ma surprise ne fut plus que de l'admiration. En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre, mais taillés sur un patron gigantesque. Mon oncle les appela immédiatement de leur nom. « Ce n'est qu'une forêt de champignons, dit-il. » Et il ne se trompait pas. Que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères aux milieux chauds et humides, je savais que le Lycoperdon giganteum atteint, suivant Bulliard, 8 à 9 pieds de circonférence. Mais il s'agissait ici de champignons blancs, hauts de 30 à 40 pieds, avec une calotte d'un diamètre égal. Ils étaient là par milliers. La lumière ne parvenait pas à percer leur épais ombrage, et une obscurité complète régnait sous ces dômes, juxtaposés comme les toits ronds d'une cité africaine. Cependant, je voulus pénétrer plus avant. Un froid mortel descendait de ces voûtes charnues. Pendant une demi-heure, nous errâmes dans ces humides ténèbres, et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvai les bords de la mer. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons. Plus loin, s'élevait par groupes un grand nombre d'autres arbres au feuillage décoloré. Ils étaient faciles à reconnaître. C'étaient les humbles arbustes de la terre, avec des dimensions phénoménales. Des lycopodes hauts de 100 pieds, des sigillaires géantes, des fougères arborescentes grandes comme les sapins des hautes latitudes, des lépidodendrons à tiges cylindriques bifurquées, terminés par de longues feuilles et hérissés de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses. Étonnant! S'écria mon oncle. Voilà toute la flore de la seconde époque du monde, de l'époque de transition. Voilà ces humbles plantes de nos jardins qui se faisaient arbres au 1er siècle du globe. Regarde, Axel, admire! Jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille fête. Vous avez raison, mon oncle. La Providence semble avoir voulu conserver dans cette immense serre ces plantes antédiluviennes que la sagacité des savants a reconstruites avec tant de bonheur. Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre. Mais tu dirais mieux encore en ajoutant que c'est peut-être une ménagerie. Une ménagerie? Oui, sans doute. Vois cette poussière que nous foulons aux pieds. Ces ossements épars sur le sol. Des ossements, m'écriai-je. Oui, des ossements d'animaux antédiluviens. Je m'étais précipité sur ces débris séculaires faits d'une substance minérale indestructible. Je mettais sans hésiter un nom à ces os gigantesques qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés. Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte, disais-je. Voilà les molaires du Dinotherium. Voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'au plus grand de ces animaux, au Mégatherium. Oui, c'est bien une ménagerie, car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme. Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine à l'ombre de ces plantes arborescentes. Tenez, j'aperçois des squelettes entiers. Et cependant... Cependant, dit mon oncle, je ne comprends pas la présence de pareils quadrupèdes dans cette caverne de granit. Pourquoi? Parce que la vie animale n'a existé sur la Terre qu'aux périodes secondaires, lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions.
et à remplacer les roches incandescentes de l'époque primitive? Eh bien, Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection. C'est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire. Comment? À une pareille profondeur au-dessous de la surface de la Terre? Sans doute. Et ce fait peut s'expliquer géologiquement. À une certaine époque, la Terre n'était formée que d'une écorce élastique, soumise à des mouvements alternatifs de haut et de bas en vertu des lois de l'attraction. Il est probable que des affaissements du sol se sont produits et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres subitement ouverts. Cela doit être. Mais si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l'un de ces monstres n'erre pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces rocs escarpés? À cette idée, j'interrogeai non sans effroi les divers points de l'horizon. Mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts.